Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette salle plénière de la Paris Retail Week. On a déjà une matinée très chargée et on enchaîne avec la Facebook Marketing Academy. Alors vous le savez, Facebook en un peu plus de 10 ans est devenu un acteur incontournable dans l'univers digital, au point même de bousculer d'autres géants comme Google. Et aujourd'hui, les équipes de Facebook sont venues nous parler du marketing omnicanal centré sur les personnes, avec les différentes solutions qu'ils mettent à disposition des e-commerçants autour de Facebook, mais également autour de Instagram ou j'imagine d'autres solutions type Messenger qui montent en puissance depuis quelques mois. Alors, pour en parler, j'invite Morgane, Brice et Pierre qui vont vous présenter donc en quelques mots les solutions de Facebook. À tout à l'heure. Imaginez que vous êtes à votre concert favori, avec votre artiste préféré. Cet artiste va chanter votre chanson favorite. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le téléphone qui est dans votre poche et vous le filmez. Vous marquez cet instant dans votre vie. Il y a 10 ans, qu'est-ce que vous auriez eu dans votre main? Un briquet. Je m'appelle Morgane Monet et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des différentes tendances qui façonnent le comportement du consommateur. Par la suite, mon collègue Brice Chalopé viendra vous parler de comment utiliser les solutions Facebook pour développer votre activité. Et enfin, Pierre Cavillon montera sur scène avec Monsieur T-shirt, un de ses clients, pour vous parler de comment ils ont fait leur transformation digitale. Voici Hélène. Vous pouvez sûrement reconnaître Hélène dans une des autres présentations, mais Hélène est une cliente type d'aujourd'hui. Hélène a un téléphone portable, elle a un ordinateur portable et elle a une tablette. Donc son parcours en tant que consommateur est très différent de ce qu'il était il y a 10 ans. Le matin, elle va regarder son téléphone, elle peut même être dans un magasin en train d'effectuer un achat et elle regarde son téléphone pour avoir de l'information additionnelle. Tout au long de la journée, elle va utiliser ces 3 devices différents. D'où l'importance, en tant qu'une entreprise ou une marque, d'avoir une présence omnicanale. Jusqu'il y a peu, on se concentrait sur du marketing produit. On mettait en avant notre produit, ses avantages, etc. Aujourd'hui, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il faut connaître qui est son client. Si vous ne connaissez pas votre client, vous n'allez pas pouvoir leur proposer des solutions ou des produits qui leur sont pertinents. Et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui différentes tendances que nous voyons qui sont importantes à vous de connaître afin de mieux communiquer avec vos clients. Et cette première tendance, c'est cette transition vers la mobilité. Aujourd'hui, j'ai autour de mon poignet une montre qui est 2 fois plus puissante que les ordinateurs des années 80. On a tous dans cette salle un téléphone dans notre poche. Et ce téléphone est connecté à Internet. D'ailleurs, l'Institut d'études e-marketer dit qu'en France, 61% des personnes qui ont accès à Internet via leur mobile. Il y a quelques années, le seul moyen d'accéder à Internet était depuis son ordinateur de bureau. Ce qui est tout aussi intéressant, c'est la vitesse à laquelle le mobile, ou le smartphone, a pris possession de notre monde. Ça a pris plus de 60 ans à la télévision pour être dans plus d'1 milliard de foyers. Ça a pris seulement 5 ans au mobile pour avoir 1 milliard d'utilisateurs. Et chez Facebook, nous avons failli rater cette transition vers la mobilité. On se focalisait énormément sur le produit et on ne se focalisait pas assez sur les personnes qui l'utilisaient. On avait développé Facebook pour l'ordinateur de bureau et pas pour le mobile. Et donc, il y a 4 ans, on a décidé de réorienter toute l'entreprise autour du mobile. Et nous sommes fiers de pouvoir dire qu'en France, Facebook est avant tout mobile. Nous avons plus de 24 millions de personnes qui se connectent tous les jours sur la plateforme. 83% d'entre eux se connectent tous les jours uniquement via mobile. Et 1/3 de la population mondiale d'Internet se connecte tous les jours sur Facebook via mobile. Et avec cette évolution de la technologie et de notre comportement,
En tant qu'individu, nous avons une attente différente en termes de la communication avec les entreprises. La communication aujourd'hui se doit d'être plus immédiate, expressive et immersive. La communication immédiate, car tout simplement, nous avons toujours notre téléphone avec nous. C'est la première chose qu'on regarde le matin quand on se réveille, c'est la dernière chose qu'on regarde le soir avant de se coucher. En moyenne, on regarde notre téléphone 80 fois par jour. Et comme on a tout le temps notre téléphone avec nous, on se connecte tout le temps à Internet. Ce qui veut dire qu'on a une attente un petit peu inconsciente de pouvoir rentrer en contact avec une entreprise, une personne ou des amis d'une manière immédiate. Et d'ailleurs, sur Facebook, nous avons les applications Messenger et WhatsApp qui ont plus d'1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui. Selon une étude aux États-Unis, sur les 10 applications les plus téléchargées, 6 d'entre elles sont des applications de messagerie. Il y a très peu de doute que la prochaine révolution sera celle des applications de messagerie. Et chez Facebook, en France, nous avons plus d'1 million d'entreprises qui ont des pages et nous constatons un volume grandissant en termes de communication entre leurs clients et les entreprises. Nous parlons ensuite d'une communication expressive. La communication devient plus visuelle. Ce fameux téléphone que nous avons dans nos poches sert aussi d'appareil photo. C'est une caméra HD qui a une omniprésence à Internet et aux applications de messagerie. Il n'a jamais été aussi facile pour nous de pouvoir partager un contenu, une photo, une vidéo, d'une manière instantanée avec notre entourage. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y a eu plus de photos prises que dans les 100 années d'histoire de la photographie analogique. Ça représente plus de 3000 milliards de photos. Voici un petit peu l'évolution de nos appareils téléphoniques. Jusqu'à il y a 4-5 ans, nos téléphones devenaient de plus en plus petits. Je pense que vous vous souvenez tous, on voulait tous le téléphone le plus petit, le plus pratique à utiliser. Mais comme notre comportement a changé, et nos attentes ont changé, nos téléphones deviennent de plus en plus grands. Car on veut utiliser des téléphones qui sont de meilleure qualité, avec des écrans de plus grande taille. Mais il ne s'agit pas que... Pardon. La communication expressive n'est pas seulement due à une évolution technologique. C'est aussi biologique. Aujourd'hui, nous sommes bombardés d'informations au quotidien. Il devient très difficile pour nous de filtrer l'information qui nous est importante. Et selon une étude aux États-Unis, à MIT, il nous suffirait de 13 millièmes de seconde pour pouvoir identifier une image. Donc je vous demande de regarder l'écran, on va faire ce petit test avec vous. Qu'est-ce que vous avez vu? Un véhicule bleu, de marque sûrement Volkswagen, avec un toit blanc, un petit peu cabossé. Vous n'auriez jamais pu me décrire tous ces attributs-là si c'était écrit sur le slide. Et c'est tout simplement parce qu'il suffit à notre cerveau de voir une image pendant 13 millièmes de seconde qu'on identifie une image 60 000 fois plus rapidement que les mots. D'ailleurs, Instagram est l'outil mobile et visuel par excellence. Instagram a aujourd'hui plus de 500 millions d'utilisateurs actifs qui partagent plus de 80 millions de photos par jour. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que sur Facebook et sur Instagram, les personnes utilisent la plateforme très différemment. Sur Facebook, on va suivre ses amis, sa famille, et on va partager des moments qui sont chers à nous. Alors que sur Instagram, on va suivre essentiellement des inconnus, et on va chercher à être inspiré et à suivre nos passions. Et cette évolution de la communication qui devient plus visuelle nous donne une bonne idée du futur de la communication. Chez Facebook, nous sommes persuadés que le futur de la communication sera plus immersive, lié à l'avancée technologique en termes de vidéo et réalité virtuelle. Et pour bien comprendre cette évolution, il faut regarder l'histoire de la vidéo. Jusqu'à la fin des années 30,
le seul endroit où on pouvait voir une vidéo était au cinéma. C'était une activité sociale. Ensuite, avec l'arrivée de la télévision dans nos foyers, la vidéo était chez nous. Et enfin, avec le VHS et le DVD, la vidéo est devenue plus mobile. Aujourd'hui, grâce à ce fameux téléphone et cette connectivité Internet, nous pouvons nous connecter et regarder une vidéo d'une manière instantanée, où qu'on soit, grâce à des applications telles que Netflix, MyTF1 ou YouTube. Et le mobile est évidemment devenu le support numéro 1 pour cette croissance de la vidéo. Entre 2012 et 2015, les vidéos vues sur mobile ont eu une croissance de plus de 600%. Quasiment une vidéo sur deux disponible dans le monde est vue depuis un dispositif mobile. Nous remarquons d'ailleurs cette évolution sur la plateforme Facebook. Il y a jusqu'à 4 ans, on voyait essentiellement du texte sur notre plateforme. Aujourd'hui, il y a de la photo et nous constatons une forte croissance en termes de vidéos vues et de vidéos partagées sur notre plateforme. Et demain, nous attendons à voir plus en plus de vidéos sous forme de réalité virtuelle ou augmentée. Et l'importance de cette transition vers la vidéo pour Facebook est quasiment aussi importante que cette transition vers la mobilité. En 2014, nous avions 1 milliard de vidéos vues par jour. Et ça a commencé avec cette fameuse vidéo du Ice Bucket Challenge, vous vous en souvenez sûrement tous. Moins de 2 ans plus tard, fin 2015, nous avions 8 milliards de vidéos vues par jour, dont 75% d'entre elles vues depuis un mobile. Et pour bien comprendre la vidéo sur Facebook, il faut comprendre comment elle est consommée. Facebook permet aux annonceurs de placer une vidéo au cœur du fil d'actualité des utilisateurs. Ce fil d'actualité est comme un magazine digital hautement personnalisé, qui répond à chacun de nos besoins. Le fil d'actualité d'une personne ne ressemblera pas au fil d'actualité d'une autre personne. Et il est bien beau de parler de ce contenu mobile, riche, immersif. Mais ça ne sert à rien si personne ne le voit. Dans un monde qui a changé notre manière de consommer le média grâce au smartphone, et où on peut consommer du contenu où on veut, quand on veut, que ce soit des jeux, de la musique ou des vidéos, il y a une chose qui ne changera jamais. Nous n'avons que 24 heures dans une journée. Et donc, ce fossé entre la création de contenu et notre capacité à consommer ce contenu va continuer à se creuser. Et comment pouvons-nous, en tant qu'individus, nous assurer de trouver le contenu qui nous est important rapidement? Voilà le challenge de Facebook. Nous cherchons à vous proposer un fil d'actualité qui est pertinent et qui répond à tous vos besoins. Maintenant, je vais vous faire un petit récapitulatif des 4 points essentiels à retenir. Le premier est cette transition vers la mobilité. Votre client est mobile. Il est sur son téléphone, sur son ordinateur portable ou sur sa tablette à longueur de journée. Ensuite, nous avons une attente différente en termes de la communication, qui est plus immédiate, expressive et immersive, grâce aux applications de messagerie et à notre appareil photo, qui est aussi à la fois un téléphone. Ensuite, nous avons vu cette évolution de la vidéo et l'importance qu'elle prend dans cet écosystème. Et enfin, nous avons parlé de cette capacité limitée à consommer le contenu. Maintenant, j'invite Brice Chalopé pour venir vous parler des différentes solutions Facebook pour vous aider à développer votre activité. Merci. Tout d'abord, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir pour cette Facebook Marketing Academy. Et je voudrais vous remercier pour le temps que vous investissez à mieux apprendre comment utiliser l'outil Facebook. Nous l'apprécions vraiment. Donc, je m'appelle Brice Chalopé et j'ai rejoint Facebook en 2011. Et entre 2011 et 2016, il s'est passé beaucoup de choses sur la plateforme et en dehors de la plateforme. Nous avons lancé de nouveaux formats publicitaires, de nouveaux emplacements, de nouvelles options de ciblage, fait de multiples acquisitions. Donc, beaucoup de choses ont changé, mais une chose n'a pas changé. Et
c'est la quête de Facebook d'offrir à ses clients une suite d'outils marketing qui permet d'adresser entièrement l'entonnoir marketing, le funnel marketing. Alors pourquoi s'intéresser à ce funnel marketing? Déjà, c'est un concept qui est quand même assez ancien. En 1898, Monsieur St. Lewis Elmo a théorisé l'existence d'un entonnoir marketing qui à l'époque s'appelait AIDA, Awareness, Interest, Decision and Action, qui théorisait que quelqu'un, entre le moment où il ne connaissait pas du tout votre marque et le moment où cette personne achetait votre produit ou votre service, devait déjà connaître votre marque, donc c'est ce qu'on appelle la notoriété, devait ensuite se faire une opinion de par vos produits, vos services, c'est la considération, et enfin passer à l'action, et c'est la conversion. Et c'est donc maintenant cette proposition de valeur dont je vais parler aujourd'hui, qui est enfin disponible à tous les marketeurs. Et cette tendance et cette proposition de valeur s'inscrit au sein de 3 tendances dont Morgane a déjà longuement parlé. Premièrement, nous sommes passés d'un écran desktop, qui est donc un grand écran, à un écran mobile. Et ceci change beaucoup de choses. Premièrement, en termes de comportement, je peux être touché 30, 80, 150 fois par jour sur mon mobile. Et également en termes d'écran. Je ne suis plus sur un écran 15 pouces, 18 pouces, 21 pouces. Je suis sur un écran 4 pouces, 5 pouces, et cela change fortement les données en termes de création graphique. Deuxièmement, nous sommes passés d'une consommation du contenu de texte à image. À nouveau, comme Morgane l'a dit, on assimile 60 000 fois plus vite une image que du texte. Et cela vous a pris tout à l'heure, concrètement, 16 millisecondes à comprendre qu'il s'agissait d'un camping van bleu Volkswagen. Et troisième chose, c'est la tendance de fond qui est le déplacement de la recherche à la découverte. Et c'est extrêmement important parce que nous créons tous de nos jours de plus en plus de contenu. Nous avons un smartphone qui fait des choses merveilleuses et qui, entre autres, nous permet collectivement, dans le monde entier, de créer 2,5 quintillions de bits de data tous les jours. Pour vous donner une idée, dans les 2 dernières années, nous avons créé 90% de toute l'information qui a été créée par le genre humain depuis sa création. Et donc, c'est de plus en plus compliqué pour nous, en tant qu'êtres humains, de trouver le bon contenu au bon moment. Et la recherche est de plus en plus compliquée. Et ceci a des applications directes pour le e-commerce. Ainsi, des études montrent qu'environ 82% des personnes qui font un achat sur votre site ou dans votre magasin n'avaient pas prévu de faire cet achat, ou en tout cas cet achat spécifique, quand ils ont commencé cette démarche. 82% des gens. Et donc, il est important de toucher ces personnes au moment de la découverte, quand elles se font encore une opinion de vos produits. Aller sur le web et chercher un site e-commerce, par exemple, ça revient souvent un peu à aller sur une place de marché comme celle-ci. On passe d'étal à étal, de site e-commerce à site e-commerce, peut-être de magasin à magasin, de manière quasi aléatoire en suivant quelques liens, mais sans aucun sens de destination. Or, de plus en plus, il va falloir que votre magasin ou votre site e-commerce soit une destination, que les gens y aillent intentionnellement, s'y arrêtent et finissent leur achat. Quelques statistiques renforcent cette notion de funnel marketing et en soulignent l'importance. Les 2 premières statistiques sont des statistiques relativement connues de tous. La probabilité de vendre à un nouveau client est entre 5 et 20% à partir du moment où on commence à lui parler. Elle monte à 60 à 70% de probabilité de faire en sorte qu'un client existant rachète. Et par contre, la dernière statistique qui est beaucoup moins connue, c'est qu'il y a une personne qui a une connexion, qui a une appétence, qui a une compréhension de votre marque, est 4 fois plus susceptible d'acheter cette marque qu'une personne qui n'avait pas cette compréhension, cette appétence pour votre marque. Et c'est ici qu'on revient directement dans le funnel marketing, cette notoriété, cette considération, cette conversion. Maintenant, comment toucher les personnes à travers tout le funnel marketing? À nouveau, ce concept a environ maintenant 118 ans, donc il n'est pas nouveau, et tous les marketeurs constamment essaient de faire rentrer les gens, ce qu'on dit en haut du funnel, de les faire rencontrer votre marque et ensuite de les retoucher pour les faire descendre vers la conversion. Or, c'est très compliqué à l'heure actuelle de savoir que Monsieur X ou Madame Y ont été touchés au cours de ces 3 étapes. Et surtout qu'au cours de ces 3 étapes, il va falloir parler à Madame X et à Monsieur Y de manière différente. Ainsi, on ne peut pas envoyer le même message à une personne qui ne sait même pas que vous existez
qu'à une personne qui a déjà acheté pour la première fois, qu'à une personne qui est un véritable ambassadeur de votre marque et qui va en parler proactivement à ses amis. Et cette différence va donc se faire en adressant le bon message à la bonne personne au bon moment. Et si vous étiez avec nous l'année dernière pour la Facebook Marketing Academy, vous auriez à nouveau entendu parler de ce bon message à la bonne personne au bon moment. Donc, cette tendance est une tendance de fond, à part que je vais vous parler dans quelques instants de nouveaux outils qui vont vous permettre de rendre ce rêve du marketeur réalité. Et donc, ce bon message à la bonne personne va surtout se construire autour de deux concepts, le type de contenu que vous allez leur montrer. Il y a deux grands types de contenu. Il y a le contenu lifestyle, le contenu où je me projette dans la marque. J'essaye d'imaginer moi portant ces vêtements, ayant cette vie, car quand on vend une marque, on ne vend pas, on vend un produit physique, mais également on vend une proposition de valeur autour de cette marque. On vend un univers. Et le contenu commercial, où concrètement, je montre exactement à cette personne ce que cette personne va acheter si elle vient faire une transaction dans mon magasin ou dans mon site. Et voici ce fameux funnel. Je pense que beaucoup d'entre vous seront connaîtront ce funnel très bien. Donc les trois étapes, notoriété, considération, conversion. Et là, ce qui est intéressant, c'est de commencer à surimposer ces types de contenus. Donc en haut, on va partir sur du contenu très lifestyle. À nouveau, j'aide les gens à se projeter dans l'univers de votre marque. Ensuite, cette personne sait que vous existez, vous la faites descendre au niveau de la considération, et là, vous commencez à lui dire, continuez à l'aider à se projeter dans votre univers, mais en même temps, commencez à se projeter en tant qu'acheteur potentiel. Et enfin, la conversion, où là, concrètement, le but est d'enlever tous les freins à l'achat pour que l'achat puisse se faire. Vous donnez un peu des exemples en termes de ce que nous voulons dire par contenu lifestyle et contenu commercial. Voici un contenu lifestyle. C'est très beau, c'est très bien shooté. Il y a un modèle, on peut se projeter. Et les règles sont, il faut que ce contenu soit très aspirationnel. Donc à nouveau, j'imagine que je vais rentrer dans cette marque. Imaginons, quand on vous parle de grandes marques telles que Nike, telles que Apple, etc., tout de suite, vous pensez à un univers autour de ces marques et vous voulez en faire partie, si jamais vous êtes dans la cible, bien entendu. Et il faut que ce soit facile de se projeter dans cet univers. Il faut aider à commencer à déclencher une action, peut-être pas une action d'achat, mais en tout cas une action d'information. Les gens ont envie d'en savoir un peu plus. C'est comme si vous aviez montré la très belle page de couverture d'un très beau magazine. Cela donne envie aux gens de rentrer dans votre univers, de rentrer dans votre magazine personnel. Ensuite, ça peut être commencer à générer dans des actions de considération et de trafic en magasin. Et enfin, n'ayez pas peur de déjà commencer à mettre le produit en avant, de manière subtile ou de manière assez élégante, mais mettez-le en avant. Par rapport à un contenu commercial. Ici, le contenu commercial, nous sommes vraiment descendus dans le funnel marketing et on va vouloir que les gens prennent une action. Ainsi, on va commencer à montrer les prix. On va commencer à mettre des appels à l'action forts. Achetez, inscrivez-vous, etc. Montrer les marques, les bénéfices de votre marque. Et enfin, optimiser le parcours client. Un excellent exemple de cette communication à travers tout le funnel marketing est Kate Spade New York. Kate Spade New York est une marque de vêtements new-yorkaise qui joue vraiment sur son ADN new-yorkais. Donc, ce qu'on voit à gauche et ensuite à droite, à gauche, ça va être juste une image statique et il joue beaucoup sur les échelles new-yorkaises, comme vous les avez sûrement vu si vous avez eu la chance d'aller à New York. Et donc, cet étage de la communication, on voit beaucoup de personnes. Là, en photo statique à gauche, sur Facebook et ensuite sur Instagram. Et ici, c'était une vidéo qui vient de passer, où on va jouer sur ces éléments. Ensuite, quand on descend, on va arriver sur d'autres formats, et en particulier un format extrêmement intéressant, qui est le format qui est à gauche, qui est le format Canvas, qui a une vidéo qui devrait se lancer automatiquement. Je vais donc le décrire. Le format Canvas, c'est un format publicitaire ou un contenu qu'on peut poster organiquement sur sa page, qui se construit à travers des modules. Donc vous allez ajouter un module vidéo, un module photo, un module multiples vidéos, ce qu'on appelle carousel, c'est ce qu'on voit sur la droite, un module texte, des appels à l'action. Vous allez donc construire tout cela très simplement à travers des modules. Et quand les personnes vont voir cette publicité, ils n'auront qu'à cliquer sur la petite flèche qu'on voit juste au-dessus de Summertime in New York Is, et le canvas va s'ouvrir en plein écran sur le téléphone, et les gens vont pouvoir faire défiler et donc jouer les vidéos, jouer les carousels, cliquer sur les appels à l'action, etc., etc. C'est extrêmement puissant parce que, premièrement, c'est extrêmement simple à faire. Comme je vous l'ai dit, si vous avez le contenu, il n'y a aucun frais de développement. C'est comme si vous aviez un mini-site gratuit quelque part, qui est la vitrine de votre site
externe. Donc c'est gratuit à développer, c'est hébergé sur Facebook, donc aucun frais d'hébergement. Mais ensuite, on va pouvoir quand même faire cliquer les gens pour qu'ils sortent de ce canvas pour retourner vers votre site. Et ceci est extrêmement important quand on repense au mobile, ce fameux mobile, ces fameuses 3 tendances. Une étude vient de sortir qui montre que les consommateurs s'attendent à ce qu'en moyenne, une page web vue sur mobile s'ouvre en 3 secondes. Or, la réalité est que la moyenne des pages mobiles s'ouvre entre 14 et 19 secondes. Et donc, c'est extrêmement déceptif, d'où les taux d'abandon énormes qu'on connaît sur le mobile à l'heure actuelle. Le canvas va donc, quand il se load, quand quelqu'un clique dessus, est déjà préloadé. Et donc, il n'y a aucun temps de chargement. Et donc, ça évite d'avoir cette déperdition. Ça, c'est le premier format pour la considération. Et enfin, une des métriques qu'on suit beaucoup sur le canvas est le temps passé à l'intérieur. Donc, à nouveau, c'est le temps que les gens vont passer à découvrir votre marque et qui est quasi systématiquement entre 20 et 30 secondes. Ce qui est énorme. Ce n'est pas comme si jamais j'étais en mode passif, on m'avait poussé un contenu. J'ai fait l'action de cliquer sur cette publicité, de rentrer, et j'ai passé 20-30 secondes de mon temps à aller dedans, à regarder les vidéos et à faire défiler les photos. Le deuxième format étant donc le carrousel. Ici, on voit en fait, ça aurait été plusieurs photos qu'on aurait pu faire défiler les unes après les autres dans mon fil d'actualité sur le mobile, avec des appels à l'action tels que acheter maintenant, etc. Un autre exemple de format publicitaire qui permet de faire de la considération est ce format qui permet d'amener les gens en magasin. Dans ce format, à nouveau il y a une vidéo qui ne se lance pas, mais dans ce format en fait, c'est à nouveau un carrousel, donc plusieurs images que l'on peut faire défiler, avec ici une promotion donc chez Leclerc de Montmorillon pour 30% en moins sur ce VTT. Si jamais j'avais cliqué sur itinéraire, une carte se serait ouverte sur mon smartphone en plein écran avec des indications concrètes comment aller pas à pas jusqu'à ce magasin pour acheter ce VTT à moins 30%. C'est un dispositif que Leclerc a utilisé et ils ont réussi à toucher de manière très ciblée. À nouveau, Facebook, nous incitons beaucoup le bon message à la bonne personne au bon moment et donc ceci veut dire des options de ciblage inégalées. Il est donc possible de géolocaliser les publicités à travers une adresse, à partir d'une adresse, soit GPS, soit une adresse de rue, et de géolocaliser à X centaines de mètres ou kilomètres autour. Et donc, c'est ce que Leclerc a fait. Ils ont réussi à toucher 1,5 million de personnes, géolocalisées à 10 km de distance autour de 100 de leurs hypermarchés. Et sur les gens qui ont cliqué sur les publicités, 12% se sont ensuite rendus en magasin. Et une dernière manière de créer de la considération pour votre marque est les applications mobiles. Ici, c'est lancé en automatique. Donc, si vous avez une application mobile, le format que vous avez vu juste avant, vous avez votre photo, une description de votre application mobile. Voilà, ici la photo. Si je clique sur « Installer maintenant », ça m'envoie directement sur la plateforme d'hébergement de l'application, que ce soit iOS ou Android. C'est le format qu'utilise maintenant Vestiaire Collective, le site français de place de marché des biens de luxe d'occasion. Et grâce à ce format, ils ont fait baisser de 66% leur coût à l'inscription, donc pas le coût au téléchargement, qui n'est pas une métrique business en tant que telle. Eux, ce qu'ils traquent vraiment, c'est le coût à l'inscription. Donc on l'a fait baisser de 66% par rapport aux autres plateformes, les autres canaux payants qu'ils utilisaient. Et enfin, nous arrivons à la conversion. À ce moment, il faut bien réfléchir que ces personnes-là en auront déjà été touchées potentiellement par une vidéo et peut-être par un canvas. Et tout ce que l'on doit faire, c'est presque aider ces personnes à passer à l'acte d'achat. Ici, nous parlons de la technologie que nous avons lancée il y a environ 18 mois, qu'on appelle les Dynamic Ads. Les Dynamic Ads, c'est en se basant sur le pixel sur votre site qui permet de savoir que quelqu'un est venu sur votre site, un flux produit qui permet de faire l'inventaire de vos produits disponibles, et ensuite une règle telle que les personnes qui ont vu une paire de bottines à 100 € soient exposées, ou qu'on leur remontre 3 autres paires de bottines entre 50 et 150 €. Donc là, ici, par exemple, j'ai vu un sac, on va me remontrer peut-être le sac que j'ai déjà vu et 2 autres sacs similaires. Et tout ceci est fait automatiquement. Et c'est ce qui va permettre, à la fin de ce funnel marketing, de recibler tout le monde de manière dynamique. Et si on remet toutes ces étapes les unes après les autres, c'est là qu'on voit l'importance, premièrement, d'avoir la bonne idée d'un point de vue créa. On voit que tout est cohérent. La vidéo s'est lancée en haut, ensuite le canvas, et ensuite le retargeting en dessous. Et ce que je n'ai pas encore dit, ce sont les innovations qui ont permis de rendre le funnel marketing enfin accessible aux marketeurs. Avant, vous auriez fait une campagne en ciblant peut-être
les femmes 25-45 ans au niveau de la notoriété. Vous auriez fait une deuxième campagne ciblant à nouveau des femmes 25-45 ans, espérant qu'une partie d'entre elles avait déjà vu la vidéo, mais aucun moyen d'en être sûr. Et enfin, vous auriez eu votre Dynamic Ads qui aurait reciblé les gens qui étaient venus sur le site web. Maintenant, ce que nous avons lancé comme option de ciblage, c'est que toutes les personnes qui ont vu votre vidéo, vous allez pouvoir les recibler. Donc vous savez que vous avez par exemple lancé une campagne qui a touché 2 millions de personnes, et sur ces 2 millions de personnes, qui a par exemple ciblé 2 millions de personnes, et qui a touché concrètement 400 000 personnes, vous allez pouvoir lancer une campagne qui ne sera montrée qu'aux 400 000 personnes sur ces 2 millions de personnes qui ont vu votre campagne vidéo. On peut même avoir des règles, telles que les gens qui l'ont vu jusqu'à 3 secondes, jusqu'à 10 secondes, qui en ont vu 25%, 75%, etc., etc. Donc, je peux passer de manière extrêmement stricte de l'étape de la notoriété à la considération. Et ensuite, si par exemple je montre un canvas aux gens qui ont vu la vidéo, je peux ensuite recibler les gens qui ont vu ce canvas. Donc, étape 1, notoriété, j'ai vu la vidéo, je remontre ensuite un canvas, et ces gens qui ont ouvert ce canvas, je peux ensuite leur remontrer une troisième publicité beaucoup plus performante, je dirais, avec soit des carousels, soit des dynamic ads. Pour bien contrôler son funnel marketing, il faut également bien le comprendre. Et bien le comprendre, ça veut dire bien le mesurer. Comme Morgan a exprimé avant, le mobile est en train de changer des tas de choses. Et maintenant, les gens se connectent, mobile plus desktop plus tablette confondus, jusqu'à 150 fois par jour. Alors, ceci représente une énorme opportunité pour tous les e-commerçants. Car non seulement les gens se connectent plus, mais ils se connectent tout le temps. Et donc, si jamais vous avez un produit, vous pouvez très bien quasiment travailler la notoriété le matin et les faire acheter le soir, etc., etc. Vous pouvez vous dire que je ne vais faire de la publicité que géolocalisée autour de mon magasin. Donc c'est extrêmement puissant pour vous, une énorme opportunité. Mais ceci a une conséquence. C'est que, si on va dire il y a encore 5 ans, on aurait pu partir de l'hypothèse relativement certaine que si quelqu'un commençait à rechercher votre marque ou aller sur votre site web le matin, la conversion se ferait ensuite, si elle se faisait, sur le même site web, sur le même appareil. Donc si c'était sur un ordinateur, l'achat se terminerait sur l'ordinateur. Or, de nos jours, les gens sont mobiles, sont itinérants. Donc ils vont peut-être regarder votre contenu sur un mobile, le re-regarder sur un ordinateur, le re-regarder sur une tablette, et enfin finalement aller dans un magasin. 67% des achats commencent sur un appareil et finissent sur un autre. Alors, ceci n'est qu'une conséquence, mais ça pose également un problème. Si jamais vous utilisez, par exemple, les cookies pour traquer vos ventes, vous allez avoir, personnellement, j'ai un cookie qui me connaît sur mon téléphone portable. J'ai un autre cookie de la même société, probablement une autre société de la même société, qui me connaîtrait en tant que Brice sur tablette. Et il y a un dernier cookie qui me connaîtrait en tant que ABC45 sur mon ordinateur. Et il est impossible ensuite de retracer le parcours client. C'est pour ça que chez Facebook, nous n'utilisons pas les cookies pour traquer les performances de vos campagnes, mais sur les Facebook ID, sur l'identifiant unique des utilisateurs Facebook. Et donc, cette fameuse Hélène, qui a le bon goût d'avoir un ordinateur, de découvrir votre marque sur son ordinateur au bureau le matin, d'aller le soir chez elle, sur sa tablette, rechercher à nouveau, et enfin le lendemain d'être géotargeté avec une publicité pour l'amener en magasin, Hélène, on va pouvoir la traquer à travers toute cette pérégrination depuis la découverte jusqu'à l'achat de votre marque. Et donc, si la technologie est là, il faut ensuite que vous ayez les bonnes options, les bonnes métriques à chaque étape. Donc nous, ce que nous conseillons, c'est au niveau de la notoriété, avoir des métriques de notoriété. Il y en a plusieurs grandes catégories. Les premiers qui sont très simples à avoir à travers notre plateforme, ce sont des métriques de couverture, donc vous avez réussi à toucher 40% de votre cible, et de fréquence. Et que ces gens-là ont vu votre message 1, 2, 3, 4, 5 fois. C'est extrêmement important la fréquence. On la sous-estime souvent, mais sans fréquence, il est impossible de créer une appétence pour une marque. Donc, au niveau de la notoriété, les métriques, ce sera la couverture et la fréquence. Et également, on peut faire des études, telles que des études d'augmentation, de souvenir de votre marque, etc., au niveau de la notoriété. Ensuite, au niveau de la considération, on a soit des métriques qui vont être des trafics sur site, des trafics en magasin, etc. On peut également reprendre ces fameuses métriques de fréquence et être un peu plus ambitieux. Ce que je veux dire par là, c'est que pour faire bouger la métrique que quelqu'un se souvienne de votre pub, il faut une fréquence d'environ 1,5 par semaine.
sur plusieurs semaines. Si on commence à parler d'impacter l'intention d'achat, c'est beaucoup plus dur. Il faut être sur des fréquences de 2 voire 2,5 par semaine, sur plusieurs semaines. Et enfin, on en arrive à la conversion en ligne. Donc la conversion, et là on peut avoir des métriques de retour sur investissement, de coût d'acquisition, de vente en magasin, etc. Ensuite, je vais vous montrer quelques outils qui sont en self-service, qui sont gratuits et qui sont une mine d'informations pour votre business. Premièrement, voici à quoi ressemble le gestionnaire de publicité Facebook. Alors, des tas de moyens de monitorer vos campagnes. Ce qui me semblait le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir customiser toutes les colonnes pour avoir tout un tas d'informations. Donc, par exemple, le nombre de personnes touchées, le CPC, le CPM, le CTR, les dates de lancement, le coût moyen, etc., etc. Tout ça, vous allez pouvoir le traquer. Et au sein de ce gestionnaire de publicité, il y a un petit outil qui me semble absolument fantastique. C'est ce que nous appelons les rapports cross-appareil. En fait, ce rapport cross-appareil va pouvoir enfin vous permettre de mesurer l'impact qu'a par exemple le mobile sur vos campagnes desktop. Alors comment ça marche? C'est un exemple concret. Donc là, c'est sur les 7 derniers jours. Cette campagne, donc, qui n'a délivré que sur iPhone, elle a ensuite généré, on pourrait dire quasiment en linéaire, 14 610 conversions sur iPhone, ce qui est très bien, avec un chiffre d'affaires de 7 411 $. Parfait. Mais grâce au Facebook ID, donc à l'identifiant unique Facebook, qui a permis de se rendre compte que Hélène, parfois, a vu la publicité sur iPhone, mais ensuite a acheté sur son ordinateur de bureau, cette campagne a également généré 39 676 conversions sur desktop pour un chiffre d'affaires de 353 000 $. Au global, cette campagne, elle n'a pas généré 14 610 conversions comme on l'a vu tout à l'heure, elle a généré 58 157 conversions, tous supports confondus, pour un chiffre d'affaires de 365 000 $. Si on en était resté à une vision uni-appareil, on serait passé à côté de 75% des conversions. Et ce qui a des conséquences fâcheuses en termes d'optimisation de vos plans médias et de compréhension de la contribution de tous les leviers à votre marketing et à votre chiffre d'affaires. Autre outil d'analyse gratuit, le Facebook Mobile Analytics, qui va vous donner, qui est un outil d'analytics pour votre application mobile. Donc si vous avez une application mobile, vous n'avez qu'à la référencer sur Facebook, et ensuite vous aurez accès à ça et des tas de métriques telles que le nombre de téléchargements, le temps passé moyen sur votre application, le nombre de personnes moyens par cohorte, et ensuite de rajouter à cela toute une couche démographique. Car à nouveau, nous connaissons les personnes, et donc vous saurez que si on commence à être un peu plus restreint, même si jamais je pense que le temps moyen passé sur mon application est de 3 minutes, je vois que sur certaines cibles, il est peut-être de 10 minutes. Peut-être que ces cibles, je devrais surinvestir en termes de développement et de téléchargement d'applications mobiles. Des tas de choses à tirer de cet outil. Grâce à tous ces outils et grâce à cette stratégie, j'aimerais maintenant partager avec vous une étude de cas très intéressante qui était celle de Zalando. Alors, vous avez peut-être vu tourner cette campagne digitale qui a commencé en Allemagne, ensuite qui est partie au UK, qui est également apparu en France. C'était Zalando qui a annoncé avoir fait un partenariat avec Topshop et qui est donc maintenant distributeur de Topshop dans tous ces pays. Zalando avait un challenge, il voulait donc augmenter la notoriété pour ce partenariat, surtout souligner leur capacité à délivrer, car c'était la raison pour laquelle Topshop travaillait avec eux, la capacité de Zalando à délivrer les biens où que ce soit à travers l'Allemagne, les Royaumes-Unis et la France, etc. Mais également prouver du ROI derrière. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont eu cette modèle Cara qui a, par exemple sur l'Allemagne, fait 50 vidéos, une pour 50 villes différentes, où elle essayait de prononcer le nom de cette ville. Ensuite, de manière très maligne, ils ont géolocalisé ces campagnes, donc une par ville, et ils montraient donc la vidéo de Cara pour chacune des villes qui essaie de prononcer son nom. Et ceci a permis ensuite de faire du retargeting, et tous les gens qui avaient vu cette vidéo ont été ensuite exposés à une publicité beaucoup plus performance pour aller acheter des produits sur le site Zalando. Et voici les performances qui sont assez exceptionnelles. Plus 35 points en souvenirs publicitaires sur Instagram, car quand je parle Facebook, je parle bien entendu Facebook et Instagram. Plus 16 points association message où puis-je acheter Topshop, qui était le grand challenge de la campagne.
Mais également, si on regarde des métriques purement business, plus 17% d'augmentation des ventes de Zalando et plus 79 millions d'euros de revenus incrémental pendant la campagne. J'ai ensuite maintenant quelques ressources à partager avec vous, si jamais vous voulez aller un peu plus loin sur comment bien utiliser Facebook. La première étant facebook.com/business. C'est le portail principal où vous allez pouvoir poser des questions, accéder à des tutoriaux, avoir l'éventail total, de nos solutions marketing, etc. Deuxième ressource, c'est Blueprint. Le programme Blueprint que nous avons lancé l'année dernière, il s'agit de beaucoup de tutoriaux pour devenir un expert en gestion de campagne sur Facebook. Donc cette ressource est totalement gratuite. Et si jamais vous voulez aller à l'étape supérieure ensuite, vous pouvez maintenant, et ce depuis la semaine dernière, enfin avoir une certification agréée de la part de Facebook. Donc il s'agit de la seule certification Facebook qui soit reconnue par Facebook. Et donc, une fois que vous aurez fait tout le programme Blueprint, il y a un examen à prendre en ligne et vous pourrez ensuite avoir un diplôme qui certifie de votre expertise sur la plateforme Facebook et Instagram, bien entendu. Enfin, un peu d'inspiration. Instagram, qui est également une plateforme incroyable en termes de marketing. Je vous invite vraiment à aller sur business.instagram.com. Ici, vous allez trouver par exemple des comptes à suivre, des comptes Instagram qui postent du contenu vraiment intéressant, des bonnes pratiques, des exemples de campagnes qui ont bien marché, des études de cas, etc. Et enfin, peut-être ma ressource préférée, les Facebook Studio Awards. C'est environ 3-4 ans, nous avons lancé donc les Facebook Studio Awards où tout le monde peut postuler pour recevoir donc un Facebook Studio Award. Donc c'est très intéressant déjà si vous êtes une agence créa ou une marque qui avait envie de faire connaître l'excellent travail que vous réalisez sur Facebook ou sur Instagram. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour postuler, il faut poster une étude de cas vidéo donc de la campagne pour laquelle on postule. Et donc, sur chacune de ces campagnes, il y a une vidéo environ, si vous cliquez sur n'importe laquelle de ces campagnes, il y a une vidéo de 2 minutes qui va expliquer le challenge, la stratégie, la mise en place, les résultats. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, si vous voulez trouver ce qui se fait de mieux et de plus créatif sur Instagram et Facebook à l'heure actuelle, je vous invite vraiment à aller. Et donc, la ressource, c'est facebook.com/awards/winners. Je vous remercie de votre temps et je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Pierre Cavillon et à Arnaud Perret de Monsieur T-shirt. Merci. Merci Brice. Bonjour à tous. Arnaud, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, merci d'être présent aujourd'hui. Surtout, merci de partager ton expérience sur Facebook. Alors pour commencer, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas aujourd'hui dans la salle, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ainsi que l'activité de Monsieur T-shirt ? Donc moi je m'appelle Arnaud Perret, j'ai 26 ans, donc une calvitie un peu précoce ne le montre pas. J'ai mal commencé ma vie d'entrepreneur en commençant par planter une boîte. Donc vous allez écouter les best practices de quelqu'un qui a planté déjà une boîte, donc tout n'est pas forcément à prendre. Et pendant mes études, je m'embêtais un peu sur les cendres de cette première boîte. On était déjà dans l'habillement, mais on était dans le mobile, donc on touchait déjà la cible mobile. Mais comme on a pu le voir juste avant, générer du download d'app, c'était un peu compliqué. Et on avait vraiment un produit qui nous plaisait plus que d'autres, qui était le t-shirt. On n'est pas issu de famille dans le textile ou ce genre de choses. Et le t-shirt est un monde assez accessible avec des univers variés. Donc on s'est dit, sur ces cendres-là, avec les quelques euros qui nous restaient, vraiment pas grand-chose, on va monter un site le plus rapidement possible et essayer d'aller proposer une idée un peu nouvelle, c'est-à-dire des marques qu'on ne trouvait pas ailleurs sur le web, bien évidemment avec les codes du web, savoir la livraison gratuite et ce genre de choses, et offrir de la visibilité à ces gens-là. On l'a fait en 3 mois, on n'avait pas de back-office, on partageait 40 Google Docs avec nos partenaires pour qu'ils expédient directement la marchandise. On était parmi les 4 associés, il y en avait 2 qui étaient à Paris, 1 qui était à Miami et moi je vivais à Lisbonne. Avec notre associé Dev, on s'est vu la première fois 1 an après le lancement du projet. Donc on s'est lancé vraiment avec rien et aujourd'hui le projet a bien évolué avec monsieurt-t-shirt.com
On propose toujours des marques qu'on ne peut pas trouver ailleurs et également des marques l'on crée nous-mêmes parce qu'on s'est dit qu'on avait envie au bout d'un moment d'être originaux par nous-mêmes. Et également le pendant féminin, madame-t-shirt.com et également bébé-t-shirt.com, plus maintenant un début de réseau de boutiques physiques. Alors tu viens de nous expliquer qu'effectivement être entrepreneur c'est aussi un challenge. Il y a un autre challenge en tant qu'entrepreneur, c'est la communication. Qu'est-ce qui t'a amené en tant qu'entrepreneur, président de Monsieur T-shirt, à te lancer sur Facebook? Alors on n'avait pas beaucoup d'argent. C'était le point de départ, mais c'est le point de départ je pense de beaucoup de sociétés. Même sur des grosses sociétés, quand on lance un projet, généralement le budget est toujours ric-rac. En fait la chance qu'on a eue, c'est que pour les 3 premiers mois d'exercice, on a eu assez vite une bonne visibilité SEO sur des requêtes à volumétrie de recherche assez intéressantes, type t-shirt, que ce soit avec un seul T, avec TE. Donc on s'est retrouvé devant Zalando, par exemple, qu'on a vu juste avant. Donc forcément, ça nous a apporté un peu de volumétrie. Plus après, on a fait jouer un réseau proche de journalistes, blogueurs et ce genre de choses, et même le réseau d'amis. Pour la petite histoire, j'avais récupéré les accès de 50 comptes Facebook de potes. Et j'envoyais des messages one-to-one à chacun des contacts. Donc c'était vraiment le tout début. Donc, passé cette première vague de communication, on avait besoin de toucher un noyau un peu plus large. Et naturellement, on était sur Facebook pour 2 raisons. On avait un peu marre de faire des posts Facebook avec 5 likes. Ça nous gonflait un peu. Et quand on voyait des posts autour de nous qui marchaient super bien, donc on s'est dit qu'il y a plein de trucs qu'on ne comprenait pas. Donc on a un peu fouillé sur ça. Et en fait, là, c'est le deuxième aspect par rapport à Facebook. C'est une plateforme super adaptée, notamment pour les gros business, mais aussi pour les small business. On peut commencer à s'amuser et à essayer d'avoir des résultats avec 5 € par jour. C'est ce qu'on a fait. On a commencé avec 5 € par jour, avec succès et avec échec. Mais bon, quand on perd 5 € par jour, c'est pas forcément très grave. Et on a fait vraiment du test and learn. 5 €, 10 €, 50 € par jour, 100 € pour aujourd'hui avoir des journées où on dépense plus de 1 000 € par jour sur certaines opérations. On a commencé par du post Facebook commercial basique en se disant la bannière qu'on a mis homepage sur notre site avec un gros moins 50%, on va la mettre aussi sur Facebook. En fait, on a compris qu'il fallait rajouter un petit peu d'éditorial derrière. C'est l'aspect qui a été abordé avant, qui est vraiment super important au-delà de la maîtrise de la plateforme. Et puis aujourd'hui, ça fait 3 ans à peu près qu'on fait de la Facebook Ads, donc avec un budget qui a forcément augmenté, avec un niveau d'expertise qui a forcément augmenté aussi. Et puis je crois qu'on a encore quelques années devant nous à travailler avec. Ce qui est super intéressant avec Monsieur T-shirt, c'est que c'est l'exemple parfait d'une entreprise qui a su évoluer avec les différentes solutions que Facebook propose. Donc comme tu le disais, tu as commencé avec des likes. Et au fur et à mesure que la plateforme a évolué, qu'on a proposé des solutions un peu plus branding, considération, pour faire descendre les personnes dans le funnel, tu as su les adopter. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs quand tu es sur Facebook d'un point de vue business, d'un point de vue commercial? Alors, aujourd'hui, les objectifs qu'on a eus ont évolué au fur et à mesure du temps. Je pense qu'ils vont continuer à évoluer. Au tout début, je crois que c'est un peu une question d'ego. On était juste lassé d'avoir 5 likes. Et on était juste lassé d'avoir une page avec 900 likes. Aujourd'hui, on en a un peu plus parce qu'on a plusieurs pages à plus de 100 000 likes. Et surtout du like qualifié, pas du like acheté en Inde, ce que je vous recommande pas particulièrement. Nous non plus d'ailleurs. Voilà. Ce que personne ne recommande, mais pas mal de monde le font. Des gens qui font des posts Facebook à 250, quand ils ont 250 000 personnes en communauté et qu'ils ont 5 likes, bon, il y a du fake quelque part. Mais il ne faut pas faire ça. Donc au début, je pense que c'était un peu pour l'ego, mais bon, l'ego, on le dépasse vite. Et on a très vite eu besoin de driver du trafic, tout simplement sur le site. Et driver du trafic, très rapidement, c'est poser la question de la conversion. Pourquoi la conversion? Il y a besoin de comprendre un peu l'ADN de la boîte. Sur la première boîte qu'on a voulu monter, celle qu'on a plantée, on avait un super BP, on avait des investisseurs prêts à mettre de l'argent dedans, enfin c'était top. On était super contents. Par contre, on ne vendait pas un copec. Et sur cette seconde boîte, on a voulu faire un peu l'inverse. On n'a pas d'investisseurs, on est en fonds propres depuis le début, la boîte elle est rentable. On a plus de 20 salariés aujourd'hui, on va en recruter 10 encore sur les 3 prochains mois. Et donc, on a eu besoin de ROI, retour sur investissement, ROI à très court terme. On n'avait pas le temps de se dire, on verra dans 6 mois si la campagne qu'on a menée aujourd'hui, elle porte ses fruits. Et c'est l'avantage qu'on a eu en utilisant Facebook, la plateforme de publicité, c'est qu'on pouvait voir, même en 1 heure, grosso modo, si le ROI très court terme, on allait pouvoir l'avoir. Et c'est ça qui nous a fait passer des caps au niveau budget, du 5 € par jour à plusieurs milliers
Aujourd'hui, c'est cette vision super-héroïste du business. Nous, on a besoin de gagner de l'argent, clairement, quand on met une campagne, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres canaux d'acquisition. On ne peut pas se permettre de se dire on va mettre tel budget et on verra. On a la logique inverse qui est de dire il n'y a pas de budget. Si tu montres que ta campagne elle est performante, tu mets tout l'argent que tu veux. Si tu arrives à respecter les KPI qu'on a, il n'y a pas de limite de budget. Donc on travaille un peu à l'inverse, mais c'est en fait la visibilité héroïque qui nous le permet. Alors tu parles justement de test and learn, on en avait discuté il y a quelques semaines, tu me disais que tu faisais des tests quelquefois pour voir si les choses fonctionnaient. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cette approche que tu as pour essayer de voir et sonder un petit peu le marché, regarder ce qui fonctionne ici, ailleurs. Aujourd'hui on fait des campagnes en tant que TPE peut-être en France, mais on a l'occasion d'avoir une plateforme qui est mondiale, de pouvoir tester des choses à l'étranger. Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Alors, déjà, d'un point de vue pratique, c'est important de le dire chez nous. Même sur une petite boîte comme la nôtre, il n'y a que 20 personnes, c'est quand même toute une équipe qui bosse sur Facebook, notamment Florian. On a aussi un garçon qui s'appelle Antoine qui bosse super bien. Donc, juste pour recadrer les choses, ce n'est pas juste le fondateur qui gère le truc. En fait, on n'a pas de business plan depuis le début. Ce n'est pas notre façon de faire. Vendre des BP, vendre des présentations PowerPoint. Alors, elles sont super jolies, les vôtres, c'est chouette. Gentil, mais ce n'est pas tout à fait notre truc. On préfère la vente. Et on se dit, plutôt que de faire des simulations de marché potentiel, d'opportunités de business, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner un petit budget, 100 euros, 500 euros, 1000 euros, pour aller faire des campagnes dans des lieux un peu exotiques. On a testé la Finlande, on a testé le Royaume-Uni. Alors le site, il est qu'en français. Donc autant vous dire que même si le finlandais, vous arrivez à le faire arriver sur votre site, il y a peu de chances que vous convertissiez derrière. Mais ce que ça vous permet de faire, en fait, ça vous permet de dire, j'ai un produit qui est enclin à aller sur ce marché géographique. J'ai testé que je peux faire venir du trafic, par exemple, pour 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes. Ça dépend de votre business. Et du coup, que l'acquisition, elle a du sens. Alors après, il y a des choses à travailler chez vous. On l'a parlé, il faut une expérience mobile qui soit bonne. Il faut un site, bien évidemment, qui puisse être multilangue. Mais ça nous permet de faire un peu nos études de marché grandeur nature. Et c'est un truc qui nous plaît bien. Tout à fait. Et l'avantage, c'est de vraiment commencer avec des petits budgets. On me pose souvent la question en tant qu'account manager, combien je dois mettre dans une campagne ? La question, c'est plutôt quelle personne je veux atteindre. Essayez de mettre des petits budgets, regardez comment ça se comporte. Et derrière, vous pouvez généraliser. C'est vraiment l'approche qu'on essaie d'avoir. On parlait de conversion tout à l'heure et on va justement partager quelques-unes des performances qu'on a pu avoir avec Monsieur T-Shirt. Donc ça, c'est un cas d'étude que vous pouvez trouver sur la plateforme facebook.com/business. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on avait x10 de ROI sur des périodes qui sont importantes pour toi, comme Noël, et avec des produits tels que DPA et le Facebook Pixel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces moments qui sont cruciaux pour toi et comment tu utilises aujourd'hui DPA sur Facebook ? Alors nous, pour comprendre l'activité, acheter des t-shirts, que ce soit pour hommes, pour femmes ou pour enfants, ce n'est pas un besoin très important. On est vraiment sur de l'achat plaisir. Donc on a des moments de l'année et des périodes qui sont plus favorables à ça. Les moments de l'année, Noël bien évidemment, qui est le pic le plus important pour nous. Fête des pères, fête des mères, tous les anniversaires que vous pouvez avoir dans vos entourages, mais aussi des choses toutes bêtes comme le début de mois. Tout simplement, on travaille mieux sur la première quinzaine que sur la deuxième quinzaine parce que la clientèle selon laquelle on n'a jamais de problème de budget, elle n'est pas vraie. Il y a des gens qui n'ont pas de souci de budget, mais il y en a qui ont aussi de budget. Et donc, quand ils achètent un t-shirt qui leur rend plus, ils vont plutôt le faire entre le 1er et le 15 du mois qu'entre le 15 et le 30. Donc voilà un peu pour les temps forts chez nous. Et bien évidemment, il faut qu'on puisse accélérer sur ces temps forts. Donc c'est pour ça que même d'un point de vue gestion du budget, on ne raisonne pas avec un budget lisse à l'année. On adapte vraiment nos budgets au mois le mois. Et un budget type de Black Friday jusqu'au 15 décembre peut être 3 fois supérieur à la période précédente ou 2 jours avant la fête des pères. Nous, on a toujours essayé de faire des trucs un peu malins. Parce qu'on est une petite boîte, parce qu'on a des petits moyens et on ne peut pas se permettre de montrer qu'on a le plus de moyens que des concurrents directs. Donc on a toujours essayé de faire grosso modo une première prise de contact avec le client vers du post Facebook. Du post Facebook, on a l'impression que c'est un peu son pote ou sa collègue qui a posté la photo sans faire quelque chose de très magazine. Et derrière,
par rapport à ce qu'on présentait précédemment, d'aller rechercher ces gens en fonction de leurs affinités, en fonction de ce qu'ils avaient consommé. Et là, le DPA prend son sens parce qu'on a engagé les gens commercialement après de la prise de notoriété et on peut déclencher l'achat ultra rapide. Nous, grosso modo, entre une DPA et une conversion site, c'est bien évidemment moins de 24 heures, mais on est plutôt sur des moins d'1 heure, quoi. Donc forcément, quand vous êtes dans les moments clés, le 12 décembre, entre 20h et 22h, qui est vraiment propice pour nous, vous pouvez atteindre ces retours sur investissement, de faire du x10 ou d'avoir des CPC pas chers. Mais pour les avoir, il faut avoir bossé en amont, il faut avoir construit des audiences, avoir bien connaître qui était sa cible. Et en fait, en base, on a des cibles qui vont aller de 100 000 personnes jusqu'à plusieurs millions de personnes. Il y a des millions de personnes qui ont vu par exemple un post mais qui n'ont jamais été sur le site, alors qu'il y a des groupes de 300 000 personnes qui ont déjà été 3 fois sur le site sans faire de conversion. Et derrière, on va les mettre des parcours en DPA un peu différents pour qu'on l'espère se devienne un client ou qu'un client reste un client fidèle. Il y a vraiment, ce qui est très intéressant avec Monsieur T-Shirt, c'est qu'il y a vraiment cette stratégie d'encapsulage. On commence par du branding, on va faire de la considération, on va faire du DPA. Et ils n'utilisent pas seulement DPA aujourd'hui pour aller recibler des personnes, ils font de l'upsell, du cross-sell, c'est des choses qu'on peut proposer parce que tu n'as pas que Monsieur T-Shirt, il y a aussi Madame T-Shirt et Bébé T-Shirt. Oui, tout à fait. À l'idée initiale, il n'y avait que monsieurtshirt.com. 6 mois après, on avait lancé madame-t-shirt.com, donc le pendant féminin, et 1 an après, bébé-t-shirt.com. Donc en effet, on est capable de vendre à un client qui était sur Monsieur T-shirt, aussi un cadeau pour sa copine, pour une amie, ou encore un cadeau pour la naissance de son neveu. Et même sur nos sites, aujourd'hui, on a fait une diversification de produits. Historiquement, on est un acteur du T-shirt et ça reste notre cœur de différenciation. Et on a su apporter d'autres produits type coque de téléphone, type tote bag, ce genre de choses qui permettent à quelqu'un qui a déjà acheté un T-shirt de le recibler 7 jours, 15 jours, 1 mois après son acte d'achat pour lui proposer autre chose. Par rapport à notre connaissance client, nous, on sait qu'en fait, on a un cycle de vente entre le client qui achète pour la première fois et le client qui va racheter, qui est assez court, qui correspond en fait au moment où il va recevoir la marchandise qu'il a commandée initialement. Parce qu'on se donne beaucoup de mal sur la partie satisfaction client, on est super bien noté par rapport à ça. Et en fait, vu que l'expérience client, elle est bonne sur la première fois, il est tout à fait enclin à recommander rapidement dans les 7 jours. Après, c'est un peu plus compliqué sur la femme. Sur l'homme, par exemple, on a un cycle de vente qui est plus long. Donc, on adapte aussi nos DPA et nos stratégies par rapport à ça. Effectivement, c'est vrai qu'on peut personnaliser vraiment comme on veut ces campagnes. Alors, on a pas mal parlé de performance. On parle aussi du tunnel, donc quid du branding. Aujourd'hui, vous l'utilisez. Quel est ton positionnement par rapport au branding? Comment tu essaies de l'articuler dans ta stratégie full funnel? Le postulat de départ pour le branding, il est tout simplement d'agrandir la base de visiteurs / prospects / clients que l'on pourra avoir demain. De la même logique, au tout début, quand on lance un site, on fait appel à son groupe d'amis proches. Le jour où on commence à faire de la publicité sur Facebook, on essaie d'aller chercher les gens qui nous semblent proches mais que l'on ne connaît pas directement. Et puis là, aujourd'hui, on va chercher cette clientèle un peu plus dure à aller chercher. Pourquoi? Parce qu'elle a des habitudes de consommation chez d'autres commerçants. Pourquoi? Parce qu'elle consomme peut-être Facebook de façon différente que nous, on le voit. Donc c'est toujours aussi un peu difficile. Au début, on crée des audiences qui nous ressemblent. Et puis un jour, on comprend qu'en fait, il n'y a pas que nous qui achetons nos produits. Il y a nous et puis il y a aussi d'autres personnes. Et en fait, c'est ce postulat-là qui nous fait comprendre qu'aujourd'hui, on doit mener des campagnes à la performance, mais on doit également mener des campagnes de branding, où là, forcément, on est un peu moins héroïste à court terme, mais campagne de branding ne veut pas dire que le ROI est complètement abandonné de notre idée. Clairement, on cherche à que les gens achètent chez nous, même pour quelqu'un qui ne connaissait pas Monsieur T-shirt, Madame T-shirt ou Bébé T-shirt, dans le mois ou au plus tard dans les 6 mois à la suite de son premier contact avec une publicité chez nous. Donc ça reste héroïste, mais il faut aller chercher les gens différemment. On a vu avant, il faut aller faire des nouveaux formats publicitaires, il faut aller faire de la vidéo, il faut aller faire des choses qu'on ne maîtrise pas forcément, mais sur lesquelles il faut monter en compétence pour aller chercher ces gens-là. C'est l'un des points fondamentaux, c'est que le branding aujourd'hui va vous permettre de pouvoir connaître votre audience, comme tu l'as très bien dit.
parfois, on a l'impression de bien connaître quelle est sa cible, mais on remarque que sur Facebook, elle va réagir totalement différemment. Qu'est-ce que Facebook t'a appris sur ta cible qui achète aujourd'hui que tu ne connaissais pas, par exemple? Alors, c'est très simple. On a commencé, donc on n'avait que Monsieur T-shirt initialement. On a fait la publicité Facebook avec un édito masculin et compagnie, et ça marchait. Donc quand on a lancé Madame T-shirt, on s'est dit, bah, en fait, on tient une ficelle qui marche et on va faire pareil. On va faire exactement pareil, on va appliquer la même stratégie éditoriale. Donc on a fait ça pendant 1 an, et puis je pense qu'au bout d'un an, on a eu marre d'avoir des mauvais résultats, et on s'est dit, on va se poser, et en fait, on va comprendre qui sont nos clientes, on va créer des cibles complètement différentes, et on va mettre en place, on va tester différentes stratégies éditoriales pour voir si on peut les toucher. Et là, clairement, on a réussi. Et donc, ce que nous a fait comprendre Facebook, c'est qu'il faut être en mesure d'avoir plusieurs stratégies éditoriales adaptées à des cibles qui ne sont pas forcément homogènes. Et en fait, ça nous a fait prendre conscience que initialement, on avait l'idée de faire 100 000 euros, de faire 1 million d'euros, de faire 2 millions d'euros. Et en fait, on s'est rendu compte que les possibles pour toucher une clientèle large étaient un peu plus supérieurs à ce qu'on avait imaginé au départ. Et donc aujourd'hui, on s'attache à aller chercher ces clients-là qu'on ne pensait pas. Chez nous, il faut savoir qu'un client, ça peut être très bien, comme on a entendu, c'est une expression assez parisienne, quelqu'un de province qui achète. Nous, on est à la fois entre Bordeaux et Paris, donc on se sent là-dedans, que quelqu'un qui est dans un cabinet très connu, qui est Bain à Paris, et qu'un joueur de foot, ou qu'il n'y a pas longtemps, le mari de Clara Morgan. Donc on a une clientèle super variée et qu'on n'imaginait pas au départ. Alors, on a pas mal parlé de branding. Qui dit branding dit souvent visuel sur Instagram et sur Facebook. Quelle importance aujourd'hui tu attaches au visuel et comment tu essaies d'articuler tes campagnes? C'est quelque chose sur lequel il faut vraiment travailler. La première chose que vous voyez dans votre fil d'actualité, c'est vraiment du visuel. On a parlé de la montée de la vidéo, de la montée de la photo. Quel est le positionnement de Monsieur T-shirt par rapport à ça? Alors, il faut comprendre que déjà, la partie visuelle et éditoriale de la mise en scène, elle a évolué tout au long de nos 3 années avec Facebook. On a commencé par faire de la publicité pas très bien sentie, où on parlait de prix, où on parlait de ces choses-là, avec un pack-shot produit pas du tout mis en scène. Donc forcément, sur Facebook, les gens ils cherchent à trouver du contenu qui leur plaît. Donc on a évolué, et en fait, on a mis en place une stratégie qui est de produire un contenu visuel qui est celui que pourrait produire notre copine ou notre pote qui est plutôt bon en photo, qui n'est pas un photographe professionnel, mais qui est plutôt bon en photo. Et ça pourrait être très bien une photo qui a été prise lors d'une soirée ou lors d'un moment de la vie de tous les jours. Donc, bon, autant vous dire que les photos type magazine, ce n'est pas notre credo, et c'est ça qu'on a mis en place. On le voit sur les publicités que vous avez sous les yeux, on ne parle pas de prix. Parce qu'en plus, il y avait une incohérence avec notre offre, c'est que nous, 90% des produits que vous pouvez trouver chez nous sont en exclusivité. Donc l'importance du prix, comparé à aller vendre par exemple une paire de New Balance que plusieurs commerçants vont pouvoir avoir, elle est moindre. Et les gens ne viennent pas acheter chez nous pour le prix. Ils viennent plutôt acheter justement pour le côté lifestyle, pour les produits que l'on fait, à quoi ils nous font penser dans notre quotidien. Et notre credo, c'est quand même d'être une marque un peu décomplexée, qui apporte le sourire. Et donc même dans la mise en scène que l'on fait d'un point de vue visuel, on essaie de retrouver ce genre de choses. Alors en parlant de visuel, juste un petit sujet en aparté, parce que Monsieur T-shirt a aussi lancé des campagnes de vidéos, pas forcément d'un point de vue business. Je me souviens d'une campagne que tu avais lancée pour faire du recrutement, comme quoi tout peut fonctionner. Tu cherchais, il me semble, un graphiste, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que ça montre à quel point on peut utiliser vraiment les campagnes pour tout? En fait, on avait pris Paint. On avait fait avec un vieux dessin très moche, je pense que tout le monde peut faire sur Paint, qui est celui qu'on peut faire quand on découvre la salle informatique quand on rentre en 6e. Et on marquait qu'on recherchait un graphiste. Et en fait, tout simplement, cette offre d'emploi, parce que c'était ce que c'était, elle a pas mal buzzé, même si c'est un terme qu'on n'aime pas trop, parce qu'on a pris le contre-pied de l'offre d'emploi traditionnelle, un peu chiante. Elle a eu une très bonne viralité sur Facebook, et derrière, elle a eu un très bon relais média
avec tous les sites un peu institutionnels dans le domaine de la publicité. Il était une pub et ce genre de choses, ce qui fait qu'on n'a pas eu de mal à trouver un ou deux créatifs de talent pour rejoindre l'équipe. Donc aujourd'hui, on se sert même de Facebook pour aller recruter des collaborateurs de l'équipe et chercher des gens qui sont un peu dans notre vision des choses. Donc quoi, la vidéo peut aussi avoir un énorme impact. Quelle est l'importance qu'aujourd'hui tu accordes à la vidéo? Tu me disais que tu aimerais bien t'y mettre un petit peu plus. Quelle est la vision que tu as aujourd'hui sur la plateforme Facebook et Instagram? Alors en toute honnêteté, la vidéo, c'est pas là où on est le meilleur, tout simplement parce qu'on en a peu fait, on avait d'autres priorités, ça le devient, une priorité. Alors notre credo, c'est pas d'aller faire des vidéos qui dureront 1 minute 30, les vidéos les plus aspirationnelles du monde, c'est pas tout à fait ça. On cherche à faire des vidéos sur un format court, entre 5 et 10 secondes, idéalement 8 secondes, qui correspond à peu près à des temps de visionnage moyens qu'on peut avoir d'un utilisateur sur Facebook, parce qu'il est assez volatile, pour lui montrer deux choses, du branding et du produit. On commence à faire des tests. Instagram nous a mis un peu de façon un peu crue, un coup de pied au cul pour faire ça, parce que le postulat d'exigence graphique est un peu supérieur sur Instagram, donc ça nous a fait un peu élever le niveau et être un peu plus imaginatif comparé à ce qu'on pouvait faire avant. Et ce qui est arrivé dernièrement, rien qu'avec les stories sur Instagram, va vraiment dans ce sens-là. C'est être capable de produire du contenu à bas coût, ce qui est un point super important pour nous, à bas coût, mais tout en apportant de la valeur ajoutée et le produire de façon répétée. Le but, ce n'est pas de faire une fois une vidéo 8 secondes et après la diffuser pendant 6 mois sur Facebook. On a plutôt une vision où on veut mettre en place une stratégie, on est capable de produire des vidéos de 8 secondes quasiment au quotidien, de la même façon qu'on est capable de faire un visuel sur une journée. Et j'ai même envie de croire, je pense que si on arrive à avoir un peu d'idées et un peu de talent sur la vidéo, on sera capable de faire du format vidéo de 8 secondes plus rapidement que de faire du visuel un peu retouché et compagnie. Alors 8 secondes, c'est un chiffre qu'il faut vraiment retenir. J'en profite pour parler un petit peu des meilleures pratiques, on va dire, par rapport à la vidéo. Aujourd'hui, beaucoup d'annonceurs pensent qu'il faut faire des vidéos qui vont durer 1 minute, 2 minutes, réutiliser ce qui a été fait pour la télévision. Ça ne marche pas aujourd'hui sur Facebook parce qu'on est sur un format mobile. Les personnes vont scroller, elles vont aller dans leur fil d'actualité et il faut vraiment très très peu de temps en fait pour engager les personnes. Donc en termes de recommandations, 8 secondes, c'est vraiment le temps parfait. Essayez de faire en sorte de pouvoir mettre en avant votre vidéo, votre message dans ce laps de temps. Et le mobile est d'ailleurs le format par prédilection. On a 83% aujourd'hui des utilisateurs sur Facebook qui sont sur mobile, 27 millions sur 32 millions. Comment aujourd'hui le mobile est articulé dans la stratégie de Monsieur T-Shirt et quelle est l'importance que tu vas lui accorder? Le mobile, du coup, dépasse le seul enjeu de Facebook parce que, bien évidemment, le but, c'est que les gens connaissent notre site ou arrivent sur notre site via Facebook, mais que derrière, achètent. Et ils achètent sur notre site. Donc, grosso modo, ça a des impacts aussi d'un point de vue développement, d'un point de vue UX, pour être en mesure d'avoir une expérience mobile la plus adaptée possible, la plus rapide possible. Ça, c'est super important. Clairement, 2 tiers du trafic que l'on achète aujourd'hui via Facebook est du trafic mobile. Donc, on ne pourrait pas être déconnecté et se dire, pareil, on va mesurer la performance de nos publicités que sur du desktop. Un temps, on a fait ça. Un temps, on s'est dit, non, mais les gens, ils achètent quand ils sont sur un ordinateur physique. Donc, on va faire des publicités que sur du desktop. On l'a fait. On l'a fait, en fait, au bout d'un moment, on a compris qu'on se limitait nous-mêmes. On l'a vu par rapport aux chiffres qui étaient présentés avant. Les gens, aujourd'hui, sont sur du mobile, de la tablette et du desktop. Et on arrive à avoir des taux de conversion mobile, honnêtement, qui ne sont pas du tout catastrophiques aujourd'hui. Donc, on articule beaucoup de choses autour du mobile, que ce soit dans la production du contenu pour qu'il soit adapté au mobile et pour qu'il se consomme rapidement, dans le développement et les évolutions de nos sites web. Voilà, c'est clairement, alors c'est une grande idée, mais il y a beaucoup de monde qui dit mobile first. Aujourd'hui, clairement, on l'a intégré chez nous, même sur une petite société comme la nôtre.
Effectivement, on a beaucoup de personnes qui passent la plupart de leur temps sur mobile. Il est très important de pouvoir diffuser son message dessus et faire en sorte de pouvoir optimiser. Surtout qu'on va diffuser en fait la bonne publicité à la bonne personne au bon moment. Si cette personne se trouve sur desktop, elle va naturellement aller convertir sur ce device. Et si c'est sur mobile, également sur ce device. Ouais, puis en ayant vraiment une vision d'un parcours client en plusieurs étapes. C'est pas parce que vous n'êtes pas passé du clic à l'achat dès la première visite et la première vue sur un poste depuis le mobile que c'est un échec. On était beaucoup plus court sur le funnel de conversion par le passé, hein, parce qu'on veut toujours plus de ROI. Mais aujourd'hui, qu'on arrive à toucher une cible qui est nettement plus large, on a un peu progressé par rapport à ça. Alors maintenant, on va parler du retail. On est sur un événement aussi qui est très important au niveau du retail. Tu as des boutiques éphémères et tu as lancé également des campagnes pour inciter les personnes à aller en magasin. Comment tu utilises aujourd'hui cet objectif et quels sont pour toi les défis que tu rencontres sur ce type de publicité? Alors en fait, nous, comme acteurs, la particularité qu'on a, c'est qu'on n'a pas une notoriété suffisante pour faire déplacer les foules. On n'est pas Primark, on n'est pas Topshop. Donc on a une communauté non négligeable de plusieurs millions de personnes aujourd'hui. On a une base client de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc ces gens-là, si on se déploie à proximité de leur lieu de résidence ou de leur lieu de vie, il est certain qu'on peut les amener dans nos boutiques. Un conseil, même si vous avez la capacité de driver du trafic par Facebook ou par votre base client, quand vous êtes un acteur comme le nôtre qui cherche de la notoriété, allez vous mettre sur un passage de flux. Donc nous, c'est pour ça qu'on se déploie aujourd'hui, soit sur les rues les plus passantes des villes, soit sur des centres commerciaux premium, ça veut dire à fort trafic, plus de 5 millions de personnes par an. On géolocalise notre base client bordelaise, en l'occurrence. C'est notre deuxième clientèle après Paris, donc on a quand même un bassin qui est super intéressant avec soit de la publicité, on va dire un peu statique comme celle que vous pouvez avoir, soit même aujourd'hui des choses en DPA avec des gens qui ont vu un produit sur notre site web et derrière on va leur mettre un carrousel où ils vont retrouver ce produit et sur l'image d'après ils vont voir la boutique et on va leur dire voilà, retrouvez ce produit à 5 km de chez vous. Mais de publicité-là, ce sera que des gens du coup de Bordeaux et l'agglomération bordelaise qui le verront. L'enjeu suivant derrière, c'est de mesurer le ROI justement de cette capacité à faire de driver des gens du online vers du offline. On doit encore progresser par rapport à ça. C'est nouveau le fait d'avoir des boutiques chez nous. Là, on va déployer encore 2 à 3 nouvelles boutiques d'ici Noël. Donc assez rapidement, il faut qu'on soit un peu plus armé pour mesurer l'impact ROI qu'on peut avoir. Alors, c'est intéressant parce qu'on a lancé en fait il y a maintenant 2 semaines une nouvelle fonctionnalité en fait sur nos plateformes de publicité qui vont permettre de pouvoir mesurer les événements hors ligne, de pouvoir réconcilier la data que vous avez sur vos campagnes Facebook et de pouvoir mesurer l'impact que vous avez sur votre magasin. Donc par exemple avec une adresse email si vous la récupérez pour voir quel est vraiment cet impact. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose vers quoi Monsieur T-Shirt va aller? Est-ce que tu vois vraiment de l'avenir? Parce qu'il y avait aussi quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit et qui était très intéressant, c'était de laisser le choix aussi au consommateur, de dire on peut aller le recibler sur mobile, mais derrière on lui laisse le choix également d'aller en magasin. Bah, tout simplement, quand on parlait de faire du branding pour toucher une nouvelle clientèle, aujourd'hui, c'est une réalité de dire qu'il y a une clientèle qui ne veut pas encore acheter sur Internet. Et cette clientèle, elle n'a pas que 50 ou 60 ans. Cette clientèle, il y en a encore qui ont 18 ans, qui ont 20 ans et qui ont 25 ans. Donc notre point d'entrée, c'est le digital. Mais il faut créer des parcours clients spécifiques pour finalement que la conversion, elle se fasse dans un espace de vente physique. C'est évident que c'est une priorité chez nous. Notre ADN, il est foncièrement digital. On est arrivé là par le digital, mais pour autant, aujourd'hui, le côté, de la même façon qu'il y a du multi-device sur les points de contact qu'on peut avoir avec nos clients, et clairement, il y a du multicanal aujourd'hui sur notre possibilité de vente, et ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus aussi de brick and mortar, type même des acteurs comme des activités qu'on pensait
plus voir, qui était de la vente d'informatique avec LDLC, qui finalement va ouvrir 100 magasins en parallèle de leur activité web, alors qu'il y avait des gens comme Surcouf qui se sont effondrés il y a quelques années. Donc aujourd'hui, cette capacité à driver du trafic via le online réconcilie un peu des acteurs web avec un commerce un peu plus traditionnel en boutique physique. C'est clairement l'avenir et surtout Facebook travaille énormément là-dessus. Petite question pour adresser aussi toutes les personnes qui sont dans la salle. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu recommandes à toutes les personnes qui sont ici présentes, qui voudraient se lancer sur Facebook? Quel est ton conseil? Il faut mettre les mains dedans. Je ne crois pas qu'il y ait énormément d'agences ou d'acteurs qui maîtrisent le produit comme il pourrait y avoir par des produits institutionnels comme votre concurrent sur Google et compagnie. Et en fait, c'est une plateforme qui est super accessible et didactique. C'est-à-dire que vous pouvez être un débutant total et déjà être capable de faire du ROI. Vous allez bien évidemment progresser. C'est ça qui nous a plu chez nous. Nous, on a une stratégie un peu particulière, c'est qu'on fait tout en interne. Que ce soit le développement du site, que ce soit la logistique, que ce soit la transfo produit, que ce soit l'acquisition de trafic, on ne travaille pas avec des prestataires extérieurs. Et donc, du coup, ça nous a permis de monter en puissance. On s'est trompé, il ne faut pas avoir peur de perdre un peu d'argent. Mais on n'a pas perdu de temps que ça par rapport à certains canaux d'acquisition. Pourquoi? Parce que en fait, on gérait en temps réel nos campagnes. Et c'était pas, bon, on vous donne 3 000 € et on voit dans un mois les premiers résultats. Non, là, on mettait 5 € et on voyait dans l'heure si on était capable de driver le trafic. Donc, le test and learn, c'est un truc qui est super important. Et en fait, il y a un autre conseil, c'est une fois que vous avez trouvé une ficelle, un truc qui marche bien, dites-vous que dans 6 mois, elle ne marchera plus. Tout simplement parce que vous-même, vous êtes lassé de certains formats que vous pouvez voir sur Facebook. Et Facebook évolue, et heureusement. Et du coup, il faut se remettre en question et être capable de recréer des nouveaux formats éditoriaux pour se renouveler par rapport aux clients. Et nous, ça nous arrange bien parce que de toute façon, au bout de 6 mois qu'on fait un même truc, on s'ennuie pas mal, donc ça nous va bien. Donc test and learn, et c'est vraiment un conseil qu'on vous donne. Aujourd'hui, il n'y a pas une solution qui va fonctionner pour tous les annonceurs qui sont dans cette salle. Il y a des solutions qui vont fonctionner pour certaines personnes, d'autres qui vont fonctionner pour d'autres personnes. Il faut tester. Et si ça fonctionne, essayer de réitérer, essayer justement d'aller plus loin et de pouvoir généraliser ça aux campagnes. Arnaud, merci. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci à tous. Alors, on sera présent avec Morgane et Brice sur le côté de la salle. Si vous avez des questions, on est juste ici, donc surtout n'hésitez pas à venir nous voir. Encore une fois, merci d'avoir participé à cette Facebook Marketing Academy. Très bonne journée à tout le monde.